C'était une enfant invisible, faite d'absence, de silence et de courage sans public. Mais cette nuit-là, le ciel teinté de rose lui dit que quelque chose était sur le point d'arriver. Elle suivit son pressentiment jusqu'à un hôpital, toucha la main d'un homme dans le coma et parla comme si elle commandait le destin. La pluie s'abattait sur les toits d'ardoise de l'hôtel particulier du 7e arrondissement de Paris, créant une symphonie mélancolique qui contrastait avec l'atmosphère feutrée qui régnait à l'intérieur. Dans le salon privé aux boiseries, anciennes et aux lustres étincelants, Étienne Beaumont, héritier de la prestigieuse maison de haute couture Beaumont, observait ses amis autour de la table de poker. Les cartes dansaient entre leurs doigts, tandis que les jetons s'empilaient, représentant des sommes qui auraient fait vivre une famille modeste pendant des années. À 32 ans, Étienne avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une fortune colossale héritée de son père, la direction d'un empire de la mode reconnu dans le monde entier et un cercle social composé de l'élite parisienne. Pourtant, son regard bleu acier trahissait une lassitude, un vide que ni l'argent ni le prestige ne parvenaient à combler. « Étienne, c'est à toi de jouer », lança Victor Lemercier, fils d'un magnate de l'immobilier et ami d'enfance d'Étienne. « À moins que tu ne sois trop distrait par tes pensées philosophiques habituelles ». Un sourire poli se dessina sur les lèvres d'Étienne, tandis qu'il jetait nonchalamment quelques jetons au centre de la table. « Je relance ». La partie se poursuivait dans une ambiance feutrée, ponctuée de rires affectés et de commentaires sur les derniers événements mondains. L'ennui s'installait progressivement dans l'esprit d'Étienne jusqu'à ce qu'une silhouette discrète attire son attention. Marguerite Dubois, 45 ans, traversait silencieusement la pièce adjacente, un chiffon à la main. Employée depuis plus de 20 ans dans la demeure des Beaumont, elle connaissait les habitudes de chaque membre de la famille, mieux que quiconque. Son uniforme gris se fondait dans le décor, la rendant presque invisible aux yeux des invités, habitués à ne pas remarquer le personnel de maison. « Eh bien, Étienne, ta femme de ménage travaille même pendant tes soirées ?» s'exclama Julien Mercier, un jeune trader arrogant qui venait d'être introduit dans leur cercle. « Les miennes ne sont autorisées à nettoyer que lorsque je suis absent. Elles sont d'une maladresse. » Victor éclata de rire. « Ce n'est pas comme si elles existaient vraiment en dehors de leurs heures de travail, n'est-ce pas? Elles apparaissent, nettoient puis disparaissent dans leurs quartiers insalubres à la périphérie de Paris. » Sophie Valmont, mannequin célèbre et petite amie de Victor, se joignit à la conversation avec un sourire condescendant. « Je me demande parfois à quoi ressemble leur vie. Imagine, Étienne, comment s'appelle-t-elle déjà ?»« Marguerite », répondit Étienne d'une voix neutre, sentant une irritation inhabituelle monter en lui. « Oui, Marguerite », reprit Sophie en faisant rouler le prénom sur sa langue comme s'il s'agissait d'une curiosité exotique. « Imagine-la assise à cette table, tentant de se mêler à notre conversation sur la dernière collection de Vuitton ou les investissements dans la crypto-monnaie. » Un silence gêné s'installa, tandis que Marguerite, qui avait entendu chaque mot, continuait imperturbablement son travail, son visage ne trahissant aucune émotion. Étienne l'observa du coin de l'œil, remarquant pour la première fois la dignité avec laquelle elle supportait ses remarques cruelles. « Vous parlez comme si ces personnes étaient d'une espèce différente, » dit-il finalement, surprenant ses amis par le ton sérieux de sa voix. « Marguerite pourrait probablement nous donner des leçons à tous. » Victor haussa les sourcils, amusé par ce qu'il percevait comme une plaisanterie. « Des leçons, en quoi? Comment nettoyer efficacement les taches de vin sur un tapis persan ?» Les rires fusèrent autour de la table, mais Étienne ne se joignit pas à l'hilarité générale. Quelque chose en lui s'était réveillé, une indignation face à cette arrogance qui, il devait se l'avouer, avait été la sienne pendant trop longtemps. « Tu serais surpris, » répondit-il calmement. « Marguerite a plus de classe naturelle que bien des personnes qui prétendent appartenir à notre milieu. » Sophie renifla dédaigneusement. « Vraiment, Étienne? Je serais curieuse de voir ça. Ta femme de ménage dans une soirée mondaine, essayant de se faire passer pour l'une d'entre nous? Ce serait hilarant. »« Ce serait impossible, » affirma Julien. « Ces gens-là se trahissent toujours. Leur façon de parler, de se tenir, de manger, tout en eux crie leur origine modeste. » Étienne sentit une colère froide l'envahir. Ces personnes, qu'il appelait ses amis, se révélaient sous un jour nouveau, révélant une cruauté et un mépris qu'il n'avait jamais vraiment remarqué auparavant, ou qu'il avait choisi d'ignorer.
Tu te trompes, dit-il fermement. Marguerite pourrait parfaitement se fondre dans n'importe quelle soirée de la haute société parisienne sans que personne ne soupçonne ses origines. Victor éclata de rire. Tu plaisantes, j'espère. Pas du tout, répondit Étienne, les yeux brillants d'un défi soudain. Je suis même prêt à le prouver. Un silence intrigué s'installa autour de la table. Les cartes furent momentanément oubliées, tandis que tous les regards se tournaient vers le maître des lieux. « Que proposes-tu exactement » demanda Victor, soudainement intéressé. « J'invite Marguerite à ma prochaine soirée de gala, celle pour le lancement de la nouvelle collection Beaumont. Si elle parvient à se fondre dans la foule sans que personne ne remarque qu'elle n'est pas une invitée ordinaire, j'aurai gagné. » Sophie éclata d'un rire cristallin. « C'est absurde, elle sera repérée en moins de 5 minutes. » « Dans ce cas, tu n'as rien à perdre, » rétorqua Étienne. « Mettons une somme sur cette expérience sociale. » Les yeux de Julien s'illuminèrent à la mention d'un pari. « Combien ?»« Disons 100 000 €, proposa Étienne, sachant que pour ses amis, cette somme représentait une bagatelle, un simple divertissement, alors que pour Marguerite, cela équivalait à plusieurs années de salaire. « Très bien, » acquiesça Victor en tendant la main. « Marché conclu. Ta femme de ménage à la soirée de gala Beaumont, tentant de se faire passer pour une socialite. J'ai hâte de voir ça. » Étienne serra la main tendue, scellant un pacte qui allait changer bien plus de vies qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, Marguerite avait discrètement quitté la pièce, emportant avec elle le poids des mots entendus et, sans le savoir encore, la clé de son avenir. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de soie de sa chambre, Étienne s'éveilla avec une étrange sensation de malaise. La soirée de la veille lui revenait par bribes, et avec elle, le souvenir du pari insensé qu'il avait lancé. Il se frotta les yeux, se demandant ce qui lui avait pris de mettre ainsi Marguerite au centre d'une expérience aussi cruelle. Étienne se leva et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur le jardin à la française parfaitement entretenue. Au loin, les toits de Paris s'étendaient à perte de vue et la tour Eiffel se dressait, majestueuse, dans la brume matinale. Ce paysage lui avait toujours procuré un sentiment de puissance et d'appartenance, mais aujourd'hui, il n'y voyait qu'un symbole de la distance qui le séparait du monde réel. Il sonna pour demander son petit déjeuner et quelques minutes. Plus tard, Madame Rousseau, la gouvernante en chef, frappa à sa porte. « Monsieur a bien dormi ?» demanda-t-elle en déposant le plateau d'argent sur la table près de la fenêtre. « Oui, merci, » mentit Étienne. Puis, après une hésitation, « Madame Rousseau, pourriez-vous demander à Marguerite de venir me voir dans mon bureau dans 1 heure? J'ai quelque chose d'important à lui dire. » La gouvernante haussa légèrement les sourcils, surprise par cette demande inhabituelle, mais acquiesça sans poser de questions. « Bien sûr, monsieur. » 1 heure plus tard, Étienne était assis derrière son bureau en acajou, contemplant une enveloppe crème ornée du logo Beaumont en relief doré. À l'intérieur se trouvait une invitation officielle au gala de lancement de la nouvelle collection, prévue pour la semaine suivante. L'événement mondain le plus attendu de la saison, où toute l'élite parisienne se presserait pour admirer les dernières créations de la maison de haute couture. Un coup discret à la porte le tira de ses pensées. « Entrez », dit-il, sentant son cœur s'accélérer légèrement. Marguerite apparut dans l'encadrement de la porte, le visage impassible, les mains croisées devant son tablier gris. « Vous avez demandé à me voir, monsieur ?» Étienne la regarda vraiment pour la première. Oui. Marguerite Dubois, avec ses cheveux châtains tirés en un chignon strict, son visage sans maquillage marqué par les années de travail, et pourtant, il y avait dans son maintien quelque chose d'indéniablement digne, une présence qui contredisait l'invisibilité qu'on lui imposait. « Oui, Marguerite. Asseyez-vous, je vous prie, » dit-il en indiquant le fauteuil face à son bureau. Elle hésita un instant, visiblement surprise par cette invitation, puis s'assit sur le bord du siège, le dos droit, comme prête à se lever à tout moment. Étienne fit tourner l'enveloppe entre ses doigts, cherchant les mots justes. Comment expliquer à cette femme qu'elle était devenue l'objet d'un pari ridicule entre gens privilégiés? La honte commençait à l'envahir, mais il était trop tard pour reculer. « Marguerite, j'ai une proposition à vous faire, » commença-t-il. « Une proposition inhabituelle, je vous l'accorde. » Marguerite observait l'enveloppe dorée que lui tendait Étienne, son visage ne trahissant aucune émotion. 20 ans de service dans cette maison
lui avait appris à masquer ses sentiments, à devenir ce meuble discret que l'on remarque à peine, mais dont l'absence serait immédiatement notée. « Un gala, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix calme contrastant avec la tempête qui s'agitait en elle. « Vous souhaitez que j'assure le service lors de votre soirée ?» Étienne secoua la tête, se sentant de plus en plus mal à l'aise. « Non, Marguerite, je vous invite en tant qu'invité. Je voudrais que vous veniez comme l'une de nos convives. » Un silence s'installa dans la pièce, si profond qu'on pouvait presque entendre le tic-tac de la pendule ancienne, qui ornait le mur derrière le bureau. Marguerite fixait l'enveloppe sans la prendre, comme si elle craignait qu'elle ne contienne un piège. « Je ne comprends pas, monsieur, » dit-elle finalement. Étienne se leva et fit quelques pas vers la fenêtre, incapable de soutenir son regard. Comment lui expliquer sans révéler la vérité sordide? « Disons que c'est une expérience, » commença-t-il maladroitement. « Je crois fermement que les barrières sociales sont artificielles et que n'importe qui, avec un peu de préparation, pourrait naviguer dans les eaux complexes de la haute société parisienne. » Marguerite resta silencieuse, ses yeux noisettes scrutant le visage du jeune homme avec une intensité qui le mit encore plus mal à l'aise. « Et vous avez choisi de tester cette théorie avec moi, » dit-elle finalement, sa voix dénuée d'inflexion. Étienne se retourna brusquement. « Vous avez entendu notre conversation hier soir, n'est-ce pas ?» Un sourire à peine perceptible se dessina sur les lèvres de Marguerite. « Les murs ont des oreilles, monsieur, surtout lorsqu'ils sont nettoyés par des personnes que l'on considère comme invisibles. » La honte envahit Étienne, colorant ses joues d'un rouge vif. « Je suis désolé pour les propos tenus par mes amis. C'était déplacé et cruel. » « Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de choses, et ce ne sera probablement pas... »« La dernière ?» répondit Marguerite avec une résignation qui frappa Étienne encore plus durement que des reproches. « Alors, si je comprends bien, vous avez parié que je pourrais me faire passer pour une femme de votre monde lors de ce gala ?» Étienne acquiesça lentement, impressionné par sa perspicacité. « C'est cela. 100 000 € pour être précis. » « Une somme considérable, » remarqua Marguerite. « Et que gagnerais-je dans cette mascarade, monsieur Beaumont ?» La question prit Étienne au dépourvu. Dans son impulsivité, il n'avait pas réfléchi à ce que Marguerite pourrait retirer de cette situation autre que l'humiliation potentielle. « L'argent du pari serait pour vous, bien sûr, » balbutia-t-il, « et je m'engage à couvrir tous les frais nécessaires pour votre préparation. Vêtements, accessoires, coiffures, tout ce dont vous auriez besoin. » Marguerite se leva lentement, lissant son tablier d'un geste machinal. « Vous proposez donc de m'utiliser comme un pion, dans un jeu entre gens riches, pour prouver un point à vos amis arrogants, et vous pensez que l'argent suffira à me convaincre ?» Sa voix était restée douce, mais Étienne y perçut une fermeté nouvelle qui le désarçonna. Pour la première fois, il voyait Marguerite non plus comme la discrète femme de ménage, mais comme une femme d'une dignité remarquable. « Ce n'est pas... Je ne voulais pas... » commença-t-il avant de s'interrompre, réalisant qu'il n'avait aucune défense valable. « Je vais y réfléchir, » dit finalement Marguerite en prenant l'enveloppe. « Puis-je disposer, monsieur ?» Étienne acquiesça, incapable de trouver les mots justes. Alors qu'elle atteignait la porte, il retrouva sa voix. « Marguerite ?» Elle se retourna, le visage impassible. « Je suis sincèrement désolé. Pour tout. » Un sourire énigmatique effleura les lèvres de Marguerite. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Beaumont. La vie m'a appris que les excuses sont moins importantes que les actions qui suivent. » Sur ces mots, elle quitta la pièce, laissant Étienne seul avec sa conscience troublée et une admiration naissante pour cette femme qu'il croyait connaître, mais qui venait de lui révéler une profondeur insoupçonnée. Le soir même, dans son modeste appartement du 18e arrondissement, Marguerite contemplait l'invitation posée sur sa table en formica. L'enveloppe crème aux lettres dorées semblait incongrue dans ce décor simple mais chaleureux, où chaque objet racontait une histoire, celle d'une vie de travail et de dignité. Un coup à la porte l'attira de ses réflexions. Claire Moreau, sa voisine de palier et amie de longue date, entra sans attendre de réponse comme elle en avait l'habitude. « J'ai apporté ce tissu dont je t'ai parlé », annonça Claire en déposant un sac sur la table. « Je pense que la couleur t'irait parfaitement. » Elle s'interrompit en apercevant l'enveloppe dorée. « Qu'est-ce que c'est ?» Marguerite poussa un soupir et lui raconta toute l'histoire. La conversation qu'elle avait surprise, le pari d'Étienne, sa proposition.
Claire l'écouta attentivement, les yeux écarquillés d'indignation et de fascination mêlée. « C'est scandaleux !» s'exclama-t-elle lorsque Marguerite eut terminé. « Comment peut-on faire un pari aussi cruel? Tu ne vas pas accepter, j'espère ?» Marguerite se leva et se dirigea vers la fenêtre. En contrebas, la rue s'animait des dernières activités de la journée. Des gens ordinaires rentrant chez eux après une journée de travail. Des vies simples mais authentiques, loin des jeux pervers de l'élite. « Je ne sais pas », admit-elle. D'un côté, l'idée d'être utilisée comme un rat de laboratoire dans une expérience sociale me révolte. De l'autre, l'encouragea Claire. De l'autre, l'idée de prouver à ces gens que leur supériorité n'est qu'une illusion, que leurs privilèges ne les rendent pas meilleurs que nous. C'est tentant. Claire s'approcha de son amie et posa une main sur son épaule. « Et l'argent, 100 000 €, c'est une somme qui pourrait changer ta vie. » Marguerite hocha la tête. Avec cet argent, elle pourrait enfin concrétiser le rêve qu'elle nourrissait depuis des années, ouvrir son propre atelier de couture. Car ce que personne ne savait chez les Beaumont, c'est que Marguerite était une couturière exceptionnellement douée. Avant de devenir femme de ménage par nécessité, elle avait suivi une formation dans une école de mode réputée, mais les circonstances de la vie l'avaient contrainte à abandonner cette voie. « Ce n'est pas pour l'argent que je le ferai, » dit-elle finalement. « C'est pour me prouver à moi-même que je peux encore être cette femme que j'ai rêvé de devenir. » Claire sourit, comprenant ce qui se jouait réellement pour son amie. « Dans ce cas, ma chère, il est temps de montrer à ces snobs de quoi Marguerite Dubois est capable. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Marguerite avait finalement accepté l'invitation, à la grande surprise d'Étienne qui, malgré ses excuses, ne s'attendait pas à ce qu'elle relève le défi. Il lui avait remis une carte de crédit avec instruction de ne pas se soucier des dépenses, mais Marguerite avait d'autres plans. Au lieu de se précipiter dans les boutiques de luxe des Champs-Élysées, elle se rendit dans son ancien quartier, où elle connaissait de petits ateliers tenus par des artisans talentueux mais méconnus. Elle y acheta des tissus d'une qualité exceptionnelle, soie, dentelle, organza, et entreprit de confectionner elle-même sa tenue pour le gala. Chaque soir, après ses heures de travail chez les Beaumont, elle s'enfermait dans son appartement et cousait jusqu'à tard dans la nuit. Ses mains expertes transformaient les étoffes précieuses en une création unique qui, elle le savait, n'aurait rien à envier aux plus grandes maisons de couture. Pendant ce temps, Étienne l'observait discrètement, intrigué par ce changement subtil dans son attitude. Marguerite accomplissait toujours ses tâches avec la même efficacité, mais il y avait désormais dans sa démarche une assurance nouvelle, comme si elle avait déjà commencé sa métamorphose. Un jour, alors qu'elle nettoyait le bureau d'Étienne, celui-ci entra sans frapper, la surprenant en pleine contemplation d'un croquis de mode épinglé au mur. « Vous vous intéressez à la mode, Marguerite » demanda-t-il, sincèrement curieux. Elle sursauta légèrement, puis se recomposa rapidement. « On ne peut pas travailler dans la maison Beaumont sans développer un certain intérêt pour le sujet, monsieur. » Étienne s'approcha du croquis, une ébauche de la nouvelle collection qu'il préparait pour le gala. « Qu'en pensez-vous, honnêtement ?» Marguerite hésita, peu habituée à ce qu'on lui demande son avis sur de tels sujets. « Eh bien, je trouve que la ligne d'épaule est un peu trop rigide pour le mouvement fluide que vous semblez rechercher dans le reste de la silhouette. » Étienne la regarda avec étonnement. Sa remarque était non seulement pertinente, mais elle reflétait exactement le problème sur lequel son équipe de design butait depuis des semaines. « Vous avez raison, » admit-il. « Comment avez-vous pu le voir si clairement ?» Un sourire énigmatique passa sur le visage de Marguerite. « Parfois, monsieur, c'est en restant dans l'ombre qu'on observe le mieux la lumière. » Sur ces mots, elle reprit son plumeau et sortit de la pièce, laissant Étienne perplexe et de plus en plus intrigué par cette femme qu'il croyait connaître, mais qui semblait receler bien des surprises. La veille du gala, Madame Rousseau, la gouvernante, frappa à la porte de la chambre de Marguerite dans l'aile du personnel. C'était une femme d'une 60aine d'années, au visage sévère mais aux yeux bienveillants, qui dirigeait la maison Beaumont depuis plus de 30 ans. « Entre, Marguerite, » dit-elle en refermant soigneusement la porte derrière elle. « Nous devons parler. » Marguerite leva les yeux de la robe qu'elle était en train d'ajuster. Sa création pour le gala,
une merveille de soie bleu nuit rehaussée de dentelles argentées qui captaient la lumière à chaque mouvement. « Je suis au courant. Pour demain soir, » annonça Madame Rousseau sans préambule. « Et pour le pari. » Marguerite ne sembla pas surprise. Rien n'échappait jamais à la gouvernante, et certainement pas une affaire aussi inhabituelle. « Je suppose que vous désapprouvez, » dit-elle calmement. Madame Rousseau s'approcha de la robe et en caressa le tissu d'un geste expert. « Ce que je désapprouve, c'est la façon dont Monsieur Étienne t'a impliqué dans cette histoire. Mais cette robe... » Elle marqua une pause, admirative. « Cette robe est une œuvre d'art, Marguerite. Tu as toujours eu ce don. » Marguerite sourit, touchée par ce rare compliment. « Vous vous souvenez ?»« Comment pourrais-je oublier ?» répondit la gouvernante. « Quand tu es arrivée ici, fraîchement diplômée de ton école de mode, cherchant désespérément n'importe quel travail après la faillite de l'atelier qui t'employait, j'ai toujours su que tu étais destinée à plus que passer l'aspirateur et faire des lits. » Un voile de tristesse passa dans les yeux de Marguerite. La vie en a décidé autrement. « Jusqu'à maintenant, peut-être, » suggéra Madame Rousseau. « Ce gala pourrait être ta chance, Marguerite. Une chance de montrer ton talent, de te faire remarquer par les bonnes personnes. » Marguerite secoua la tête, sceptique. « Ce n'est qu'un jeu cruel, Madame Rousseau. Une fois la soirée terminée, tout reviendra comme avant. Je redeviendrai invisible à leurs yeux. » La gouvernante prit les mains de Marguerite dans les siennes, un geste maternel rare de sa part. « Écoute-moi bien. Demain soir, tu ne seras pas la femme de ménage des Beaumont jouant à être une invitée. Tu seras Marguerite Dubois, créatrice de mode talentueuse qui a toute sa place dans ce monde. Comprends-tu la différence ?» Le jour du gala arriva plus vite que Marguerite ne l'aurait imaginé. Lorsqu'elle se réveilla ce matin-là, un mélange d'appréhension et d'excitation lui noua l'estomac. Les paroles de Madame Rousseau résonnaient encore dans son esprit. « Tu seras Marguerite Dubois, créatrice de mode talentueuse, qui a toute sa place dans ce monde. » Était-ce vraiment possible? Pouvait-elle, le temps d'une soirée, redevenir cette femme qu'elle avait rêvé d'être avant que les difficultés de la vie ne la contraignent à abandonner ses ambitions? Elle se leva et s'approcha de la petite armoire où était suspendue sa création. La robe semblait presque vivante dans la lumière matinale qui filtrait à travers les rideaux, les fils d'argent tissés dans la dentelle scintillant comme des étoiles sur un ciel de soie bleu nuit. Cette robe était bien plus qu'un vêtement. C'était l'incarnation de ses rêves, le témoignage silencieux de son talent préservé malgré les années. Un coup discret à sa porte la tira de sa contemplation. « Marguerite, c'est Claire. Je peux entrer ?» Claire Moreau, sa fidèle amie, avait pris un jour de congé spécialement pour l'aider à se préparer pour le grand soir. Coiffeuse dans un salon réputé du Marais, elle avait proposé de mettre ses compétences au service de la métamorphose de Marguerite. « Entre, je t'en prie », répondit Marguerite en ouvrant la porte. Claire entra, les bras chargés de sacs, contenant tout le nécessaire pour transformer son amie. Elle déposa son chargement sur le lit et se tourna vers la robe avec un sifflement admiratif. « Mon Dieu, Marguerite, c'est époustouflant. Je savais que tu avais du talent, mais là... » Marguerite sourit, touchée par l'admiration sincère de son amie. « Merci, Claire. J'y ai mis tout mon cœur. »« Et ça se voit, » affirma Claire en examinant les détails de la robe. Cette pièce pourrait figurer dans n'importe quel défilé de haute couture. Les Beaumont seraient stupéfaits s'ils savaient que leur femme de ménage possède un tel don. Un silence pensif s'installa entre les deux femmes. Claire comprit immédiatement ce qui préoccupait son amie. « Tu as peur de ce soir, n'est-ce pas ?» Marguerite hocha lentement la tête. « Et si je n'étais pas à la hauteur? Si je me ridiculisais? Si tout ce pari n'était qu'une cruelle plaisanterie destinée à m'humilier ?» Claire prit les mains de son amie dans les siennes. « Écoute-moi, Marguerite Dubois. Je te connais depuis 15 ans, et s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que tu vaux 10 fois mieux que tous ces gens qui te regardent de haut. Tu as une élégance naturelle que toute leur fortune ne pourrait jamais acheter. » Les yeux de Marguerite s'embuèrent légèrement. « Tu es une amie précieuse, Claire. Et en tant qu'amie précieuse, je vais maintenant te transformer en la reine de la soirée. » déclara Claire avec un enthousiasme contagieux. « Allez, on a du pain sur la planche. » Les heures suivantes furent consacrées à la préparation méticuleuse de Marguerite. Claire commença par lui prodiguer des soins du visage, appliquant des masques et des crèmes avec l'expertise d'une professionnelle. Puis vint le moment du maquillage,
subtil mais sophistiqué, mettant en valeur ses pommettes hautes et ses yeux noisettes sans tomber dans l'excès. Le secret d'un maquillage. Ce qui réussit, c'est qu'on ne doit pas le remarquer, expliqua Claire tout en travaillant. Il doit sublimer tes traits naturels, pas les masquer. Ensuite, elle s'attaqua à la coiffure de Marguerite. Ses cheveux châtains, habituellement tirés en un chignon strict, furent lavés, séchés, puis coiffés en un élégant chignon bas. Quelques mèches savamment relâchées, encadrant son visage pour adoucir l'ensemble. Pendant tout ce temps, les deux amis parlaient, riaient, évoquaient des souvenirs partagés. Cette complicité aidait Marguerite à calmer son anxiété grandissante à mesure que l'heure approchait. « Tu te souviens de ce bal de promo au lycée ?» demanda Claire en fixant une épingle à cheveux. « Tu avais refait entièrement ta robe la veille parce que tu la trouvais trop banale. » Marguerite sourit à ce souvenir. « Oui, j'avais passé toute la nuit à la coudre. Ma mère était furieuse, mais elle a changé d'avis quand elle a vu le résultat. »« Tu as toujours eu ce don, » dit doucement Claire, « cette capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire. C'est ce que tu vas faire ce soir. Te transformer non pas en quelqu'un d'autre, mais en la meilleure version de toi-même. » Ces mots touchèrent Marguerite au plus profond d'elle-même. C'était exactement ce dont elle avait besoin, un rappel qu'elle ne jouait pas un rôle, qu'elle ne prétendait pas être quelqu'un d'autre. Elle allait simplement révéler une part d'elle-même qui était restée cachée trop longtemps. Lorsque vint enfin le moment de revêtir la robe, Claire l'aida à l'enfiler avec précaution. Le tissu glissa sur sa peau comme une caresse, épousant parfaitement les courbes de son corps. Marguerite se sentit immédiatement différente, plus grande, plus forte, plus confiante. Claire recula de quelques pas pour admirer son œuvre, les yeux brillants d'émotion. « Regarde-toi » murmura-t-elle en guidant son amie vers le miroir en pied. Marguerite resta sans voix face à son reflet. La femme qui lui faisait face était à la fois familière et étrangère. C'était bien, elle mais transfigurée, rayonnante d'une beauté qu'elle ne se connaissait pas. La robe, sa création, semblait avoir été conçue pour elle et elle seule, mettant en valeur sa silhouette élancée et sa posture naturellement élégante. « Je ne me reconnais pas, » balbutia-t-elle. Claire sourit, émue. « C'est pourtant bien toi, Marguerite, la vraie toi, celle que tu as toujours été sous l'uniforme de femme de ménage. » Un coup à la porte interrompit ce moment d'émotion. C'était Madame Rousseau, venue s'assurer que tout se passait bien. « Mon Dieu !» souffla-t-elle en voyant Marguerite. « Tu es magnifique, ma fille. » La gouvernante s'approcha et ajusta délicatement un pli de la robe. « J'ai pris la liberté de commander un taxi pour toi. Il t'attendra en bas dans une demi-heure. J'ai pensé que ce serait mieux que d'utiliser une des voitures de la maison. »« Merci, Madame Rousseau, » dit Marguerite, touchée par cette attention. « Et j'ai aussi ceci pour toi, » ajouta la gouvernante en sortant un écrin de sa poche. « Ce sont mes boucles d'oreilles en argent. Elles appartenaient à ma grand-mère. Elles compléteront parfaitement ta tenue. » Marguerite accepta ce prêt précieux avec émotion, comprenant la signification de ce geste. Ces bijoux de famille représentaient bien plus qu'un simple accessoire. C'était un témoignage de confiance et de soutien. Lorsque Claire les lui attacha aux oreilles, les délicates boucles d'argent ciselées ajoutèrent la touche finale à sa transformation. « Il est temps », déclara Madame Rousseau en consultant sa montre. « Les invités commencent à arriver. Tu devrais y aller maintenant, Marguerite. » Claire serra son amie dans ses bras une dernière fois. « Tu vas tous les éblouir, » chuchota-t-elle à son oreille. « Rappelle-toi juste que tu n'as rien à prouver, à personne d'autre qu'à toi-même. » Le cœur battant, Marguerite descendit les escaliers de service qu'elle avait empruntés des milliers de fois, mais jamais dans ces circonstances. Elle sortit par la porte arrière, contourna le bâtiment et monta dans le taxi qui l'attendait. « Adresse » demanda le chauffeur. Marguerite hésita un instant, puis sourit. « 7 rue de la Paix, s'il vous plaît, la maison Beaumont. » Le trajet fut court, mais il donna à Marguerite le temps de rassembler son courage, tandis que le taxi s'éloignait de son quartier populaire pour s'enfoncer dans les rues élégantes du centre de Paris. Elle observait les passants, les boutiques de luxe, les restaurants étoilés, ce monde qui n'était pas le sien, mais qu'elle allait devoir intégrer le temps d'une soirée. « Vous allez à la soirée, Beaumont ?» demanda le chauffeur en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. « Il paraît que c'est l'événement de la saison. » « En effet, »
répondit simplement Marguerite. Vous êtes mannequin poursuivit-il, visiblement impressionné par son allure. Cette question inattendue fit sourire Marguerite. Non, je suis dans la création. Ce n'était pas un mensonge, réalisa-t-elle. Elle avait créé cette robe après tout. Et peut-être, si cette soirée se passait bien, pourrait-elle un jour redevenir véritablement une créatrice de mode. Le taxi s'arrêta devant l'entrée principale de la maison Beaumont, un bâtiment majestueux de style haussmannien dont la façade était illuminée pour l'occasion. Un tapis rouge s'étendait jusqu'au trottoir et des photographes étaient apostés de chaque côté, immortalisant l'arrivée des invités de marque. Marguerite sentit sa gorge se nouer. Elle n'avait pas prévu cet aspect de la soirée. Comment allait-elle passer devant ces photographes sans se faire remarquer, sans trahir sa nervosité? Le chauffeur contourna le véhicule pour lui ouvrir la porte. « Voilà, madame. Passez une excellente soirée. » Prenant une profonde inspiration, Marguerite sortit du taxi avec toute la grâce dont elle était capable. Le froid de la soirée parisienne caressa son visage, mais elle ne frissonna pas. Elle avança d'un pas assuré vers l'agent de sécurité qui contrôlait les invitations à l'entrée du tapis rouge. « Bonsoir, madame, la salua-t-il poliment. Puis-je voir votre invitation ?» Marguerite sortit l'enveloppe dorée de son sac et la lui tendit, le cœur battant à tout rompre. L'agent vérifia rapidement la carte, puis s'écarta respectueusement. « Bienvenue à la soirée Beaumont, madame Dubois. Si vous voulez bien me suivre. » À sa grande surprise, l'agent l'escorta personnellement le long du tapis rouge, la protégeant des photographes qui, intrigués par cet invité qu'il ne reconnaissait pas, mais qui avait visiblement droit à un traitement spécial, tentaient de capturer son image. « Qui est-ce » entendait-elle murmurer autour d'elle. « Une nouvelle égérie de la maison ? Peut-être une actrice étrangère ?» Ces questions lui donnèrent un regain de confiance. Si même les habitués des événements mondains ne la reconnaissaient pas comme une intruse, alors peut-être avait-elle réellement sa place ici. L'agent la conduisit jusqu'aux grandes portes de la maison Beaumont, celle que Marguerite n'avait jamais franchie qu'en tant que femme de ménage, toujours par l'entrée de service. Aujourd'hui, ces portes s'ouvraient pour elle. Marguerite Dubois, invitée du gala le plus prestigieux de la saison. « Mademoiselle Dubois », annonça solennellement le majordome posté à l'entrée. Et tandis qu'elle franchissait le seuil, Marguerite sentit que ce n'était pas seulement une porte qu'elle traversait, mais une frontière invisible entre deux mondes, deux vies, celle qu'elle avait menée jusqu'à présent et celle qui, peut-être, l'attendait. Le grand hall de la maison. Beaumont avait été transformé pour l'occasion. Les lustres en cristal projetaient une lumière douce et flatteuse, des arrangements floraux somptueux ornaient chaque recoin, et une musique discrète jouée par un quatuor à cordes créait une ambiance à la fois élégante et festive. Marguerite s'avança dans la salle, consciente des regards qui se tournaient vers elle, non pas des regards suspicieux ou moqueurs comme elle l'avait craint, mais des regards curieux, admiratifs même. Sa robe attirait l'attention, non par son extravagance, mais par son élégance raffinée et sa coupe impeccable. Elle repéra Étienne au centre de la pièce, entouré d'un groupe d'invités, parmi lesquels elle reconnut ses amis de la partie de poker, ceux qui avaient parié sur son échec. Le jeune homme semblait nerveux, son regard balayant régulièrement la salle comme s'il cherchait quelqu'un. Leurs yeux se croisèrent enfin, et Marguerite eut la satisfaction de voir l'expression d'Étienne passer de la confusion à la stupéfaction. Il la fixait bouche bée, visiblement incapable de concilier l'image de la discrète femme de ménage avec cette apparition élégante qui venait de faire son entrée. Rassemblant tout son courage, Marguerite s'avança vers lui d'un pas assuré, consciente que cet instant allait déterminer le reste de la soirée. Un silence étrange sembla envelopper Étienne lorsque Marguerite s'approcha de lui. Le brouhaha de la fête, les notes du quatuor à cordes, les tintements des coupes de champagne, tout s'estompa comme si le temps lui-même s'était suspendu dans cette rencontre improbable. « Bonsoir, monsieur Beaumont », le salua-t-elle d'une voix posée, légèrement plus grave et assurée que celle qu'elle utilisait habituellement dans son rôle de femme de ménage. « Merci pour votre invitation, c'est une soirée magnifique. » Étienne ouvrit la bouche, la referma, puis parvint enfin à articuler « Marguerite, vous êtes méconnaissable. » Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de la jeune femme. «
N'est-ce pas le but de notre arrangement? Victor Le Mercier, qui se tenait à côté d'Étienne, les observait avec une curiosité non dissimulée. « Étienne, tu ne nous présentes pas ton ami ?» Marguerite sentit son cœur s'accélérer. C'était le premier test, le moment de vérité. Victor était l'un de ceux qui avaient parié sur son échec, qui avaient ri à l'idée qu'une simple femme de ménage puisse se fondre dans leur monde. Et maintenant, il se tenait devant elle, ignorant totalement sa véritable identité. Étienne, reprenant ses esprits, s'éclaircit la gorge. « Bien sûr. Victor, Sophie, Julien, permettez-moi de vous présenter Marguerite Dubois. Marguerite est une créatrice de talent. Enchantée, dit Marguerite en tendant sa main à Victor qui la porta galamment à ses lèvres. Tout le plaisir est pour moi, répondit-il avec un sourire charmeur, et cette robe que vous portez est absolument remarquable. Une création exclusive? En effet, confirma Marguerite, sentant une fierté nouvelle l'envahir. Une pièce unique. On le voit immédiatement, intervint Sophie Valmont, la scrutant d'un œil expert. La coupe est d'une précision rare, et l'utilisation de la dentelle argentée sur ce bleu nuit. C'est audacieux mais parfaitement maîtrisé. Quel est le nom de votre atelier? La question prit Marguerite au dépourvu. Elle n'avait pas anticipé un intérêt aussi direct pour son travail. Je suis encore en phase de développement. Cette robe est en quelque sorte mon manifeste créatif. Fascinant, commenta Julien Mercier en la dévisageant avec un intérêt nouveau. Et comment avez-vous connu notre cher Étienne? Encore une question délicate. Marguerite chercha le regard d'Étienne, qui semblait aussi mal à l'aise qu'elle. « Nous avons des connaissances communes, » répondit-elle évasivement. « Le monde de la mode est finalement assez petit. » Marguerite est trop modeste, intervint. Soudain Étienne retrouvant son aplomb. Elle a un œil extraordinaire pour le design. J'ai eu l'occasion de voir certaines de ses créations et j'ai immédiatement su que je devais l'inviter ce soir. Sophie haussa un sourcil sceptique. « Vraiment? Et pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler avant ?» Un serveur passant avec un plateau de champagne offrit à Marguerite un moment de répit. Elle saisit délicatement une coupe, utilisant ce geste pour dissimuler sa nervosité croissante. Parfois, les talents les plus précieux sont ceux qui mûrissent dans l'ombre avant d'éclore, répondit-elle finalement, surprenant elle-même par l'assurance de sa voix. Victor éclata de rire, visiblement charmé. « Bien dit, Étienne, tu as déniché une perle rare. » Julien, moins convaincu, continuait de l'observer avec une curiosité teintée de méfiance. « Et d'où venez-vous exactement, mademoiselle Dubois ?»« De Montmartre, » répondit-elle honnêtement, sachant que ce quartier bohème de Paris était suffisamment éclectique pour abriter aussi bien des artistes renommés que des anonymes talentueux. « Ah, Montmartre !» s'exclama Sophie avec un enthousiasme exagéré. Si pittoresque, si authentique. Le ton condescendant n'échappa pas à Marguerite, mais elle se contenta de sourire poliment. C'est un quartier qui inspire la créativité. La conversation dévia ensuite vers des sujets plus généraux, les dernières tendances de la mode, les expositions à voir, les restaurants récemment étoilés. À la surprise de Marguerite, elle parvint à suivre ces échanges sans difficulté majeure. Ces années passées dans l'ombre des Beaumont lui avaient permis d'absorber par osmose une quantité impressionnante d'informations sur ce monde privilégié. Elle connaissait les noms, les lieux, les événements qui constituaient le tissu social de l'élite parisienne. Plus la soirée avançait, plus Marguerite se sentait à l'aise. Le champagne aidant, elle se permit même quelques remarques spirituelles qui firent rire l'assemblée. Elle remarqua avec satisfaction l'expression de plus en plus déconfite d'Étienne, qui réalisait que non seulement elle ne se trahissait pas, mais qu'elle brillait véritablement dans ce milieu. À un moment donné, alors qu'Étienne était accaparé par d'autres invités, Marguerite se retrouva seule avec Philippe Delacroix, un homme d'une cinquantaine d'années qu'elle reconnut immédiatement comme l'un des plus importants partenaires commerciaux de la maison Beaumont. « Cette robe est vraiment exceptionnelle, » lui dit-il en sirotant son whisky. « La façon dont vous avez intégré la dentelle de Calais dans le corsage, tout en maintenant une fluidité parfaite dans la jupe, c'est du grand art. » Touchée par ce compliment venant d'un connaisseur, Marguerite se laissa aller à parler plus librement de sa création. « J'ai voulu jouer sur le contraste entre la structure et la légèreté. La dentelle a été posée à la main point par point pour créer cet effet de constellation sur le bleu nuit.
Fascinant, murmura Philippe, visiblement impressionné. Vous savez, mademoiselle Dubois, je cherche justement de nouveaux talents pour une collaboration spéciale. Nous lançons une ligne capsule pour célébrer les 100 ans de notre entreprise textile et votre esthétique pourrait parfaitement correspondre à ce que nous recherchons. Le cœur de Marguerite manqua. Un battement. Était-ce réel? Une opportunité professionnelle se présentait-elle à elle ici, maintenant, dans ces circonstances surréalistes? C'est très intéressant, parvint-elle à articuler. J'adorerais en discuter plus en détail. Philippe sortit une carte de visite de la poche intérieure de son smoking et la lui tendit. Appelez mon assistante lundi. Nous organiserons une rencontre. Marguerite accepta la carte comme si on lui remettait un trésor inestimable. Merci, monsieur Delacroix, je n'y manquerai pas. De l'autre côté de la salle, Étienne observait cette scène avec un mélange de stupéfaction et d'admiration. Marguerite ne se contentait pas de survivre à cette soirée, elle y prospérait. Il la voyait naviguer d'un groupe à l'autre avec une aisance déconcertante, suscitant l'intérêt et le respect partout où elle passait. Victor s'approcha de lui, un verre à la main. Alors, qui est-elle vraiment, cette mystérieuse Marguerite? Dubois? Je n'ai jamais entendu parler d'elle dans le milieu, et pourtant, elle semble connaître tout le monde. Étienne hésita, partagé entre la vérité et la poursuite du mensonge. C'est une artiste exceptionnelle qui mérite d'être reconnue. Victor plissa les yeux, suspicieux. Il y a quelque chose de familier chez elle, tu ne trouves pas? Comme si je l'avais déjà vue quelque part. Le cœur d'Étienne s'accéléra. Tu te fais des idées. Peut-être, concéda Victor en haussant les épaules. En tout cas, elle est fascinante, et cette robe, je donnerais cher pour savoir qui l'a réellement créée. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle ne l'a pas conçue elle-même? Demanda Étienne, sur la défensive. Victor eut un petit rire condescendant. Allons, Étienne, une inconnue qui débarque de nulle part avec une création digne des plus grands ateliers? Il y a forcément une histoire derrière tout ça. Sur ces mots, il s'éloigna, laissant Étienne troublé. La soirée prenait une tournure qu'il n'avait pas anticipée. Il avait imaginé que Marguerite passerait inaperçue, qu'elle se fondrait dans la masse des invités sans attirer l'attention. Au lieu de cela, elle était devenue l'une des attractions principales de la soirée, suscitant curiosité et admiration. De son côté, Marguerite commençait à ressentir la fatigue de cette performance continue. Maintenir cette façade demandait une concentration de tous les instants, et malgré son succès apparent, elle restait consciente de la précarité de sa situation. Un faux pas, une référence mal placée, et tout son château de cartes s'effondrerait. Ellie s'excusa auprès du groupe avec lequel elle conversait et se dirigea vers les jardins pour prendre un peu d'air frais. La nuit parisienne était douce, et la vue sur la tour Eiffel illuminée offrait un spectacle apaisant. Marguerite s'appuya contre la balustrade en pierre, savourant ce moment de solitude. « Vous êtes la sensation de la soirée », dit une voix derrière elle. Elle se retourna pour découvrir Étienne qui l'avait suivie. Son expression était indéchiffrable, mélange de surprise, d'admiration et d'autres choses qu'elle ne parvenait pas à identifier. « N'est-ce pas ce que vous vouliez ?» répondit-elle avec une pointe d'amertume. « Que je réussisse ce test absurde ?» Étienne s'approcha, visiblement mal à l'aise. « Je ne m'attendais pas à tout ceci. Vous avez dépassé toutes mes attentes, Marguerite. »« Vos attentes étaient ridiculement basses, » répliqua-t-elle. « Vous pensiez qu'une femme de ménage ne pouvait pas avoir d'éducation, de talent, de dignité ?» Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'émotion qu'elle s'efforçait de contenir depuis le début de la soirée. Étienne baissa les yeux, incapable de soutenir son regard accusateur. « J'ai été arrogant et stupide, » admit-il finalement. Ce pari était cruel et irrespectueux. Je n'ai aucune excuse. Marguerite le dévisagea longuement, cherchant à discerner la sincérité dans ses paroles. Pourquoi l'avez-vous proposé alors? Qu'espériez-vous prouver? Étienne passa une main dans ses cheveux, geste qui trahissait sa nervosité. Je ne sais pas. Peut-être que je voulais montrer à mes amis que leurs préjugés étaient infondés. Ou peut-être... Il hésita comme s'il craignait de révéler sa véritable motivation. Peut-être, l'encouragea Marguerite, peut-être que je cherchais une excuse pour vous voir différemment, murmura-t-il si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre, pour vous voir vraiment, au-delà du rôle que vous jouez dans ma maison. Cette confession, inattendue, déstabilisa Marguerite.
Elle n'avait jamais envisagé que derrière ce pari puisse se cacher un intérêt personnel d'Étienne à son égard. « Monsieur Delacroix m'a proposé une collaboration », dit-elle pour changer de sujet, encore troublée par les implications des paroles d'Étienne. Le visage du jeune homme s'illumina. « C'est fantastique. Philippe a un œil infaillible pour le talent. Si vous l'avez impressionné, c'est que vous êtes vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si je peux accepter, avoua Marguerite. Comment pourrais-je collaborer avec lui sans révéler qui je suis réellement ?» Étienne la regarda avec une intensité nouvelle. « Mais qui êtes-vous réellement, Marguerite ?» La femme de ménage discrète ou la créatrice talentueuse qui a ébloui toute l'assemblée ce soir. Les deux sont vrais, non? Cette question la frappa de plein fouet. Qui était-elle vraiment? Pendant des années, elle s'était définie par son travail, par sa condition sociale, reléguant ses rêves et ses aspirations au rang de fantasmes inaccessibles. Mais ce soir, elle avait prouvé qu'une autre vie était possible, que ses talents méritaient d'être reconnus. « Je ne sais plus », admit-elle dans un souffle. « Cette soirée a tout bouleversé. » Étienne s'apprêtait à répondre lorsqu'une voix les interrompit. « Ah, vous êtes là tous les deux. » Julien Mercier s'avançait vers eux, un sourire narquois aux lèvres. « J'interromps quelque chose d'intime, peut-être ?» Marguerite se redressa immédiatement, reprenant son masque de « parfait invité ». « Pas du tout. Nous discutions simplement de mode. »« De mode, vraiment ?» dit Julien avec un regard sceptique. « Permettez-moi d'en douter. Notre cher Étienne n'a Dieu que pour vous depuis le début de la soirée, mademoiselle Dubois. » Étienne s'éclaircit la gorge, visiblement embarrassé. « Julien, je crois que tu as trop bu. »« Peut-être, » admit ce dernier en s'approchant davantage, mais pas assez pour ne pas remarquer quelque chose d'étrange dans toute cette histoire. Il fixa Marguerite avec une intensité dérangeante. « Il y a quelque chose de familier chez vous, et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. » Marguerite sentit son cœur s'emballer. Julien l'avait-il reconnu? Allait-il dévoiler sa véritable identité devant tous les invités? « Julien, ça suffit, » intervint fermement Étienne. « Tu deviens grossier. » Mais Julien ne l'écoutait pas, continuant à scruter Marguerite comme s'il tentait de résoudre une énigme particulièrement complexe. Ses yeux, je les ai déjà vus quelque part. Marguerite maintint son calme avec un effort surhumain. « Monsieur Mercier, je trouve votre comportement extrêmement inapproprié. Si vous m'excusez, je vais rejoindre les autres invités. » Elle s'apprêtait à s'éloigner lorsque Julien claqua des doigts, comme frappé par une révélation soudaine. « Je sais, vous ressemblez étrangement à cette femme de ménage dont nous parlions l'autre soir. Comment s'appelait-elle déjà? Madeleine? Marie? Marguerite ?» lâcha Étienne blême. Un silence pesant s'installa. Marguerite se figea, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Julien passa son regard de l'un à l'autre, puis éclata d'un rire incrédule. « Non, ce n'est pas possible, ce serait trop. » Il s'interrompit, observant attentivement la réaction de Marguerite, puis celle d'Étienne. Leurs expressions confirmèrent ses soupçons. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « C'est elle, n'est-ce pas? C'est votre femme de ménage. » Le temps semblait s'être arrêté dans ce coin isolé du jardin. Les lumières de la fête scintillaient au loin, la musique parvenait en écho assourdi. Mais pour Marguerite, tout s'était réduit à cet instant précis, à ce regard triomphant de Julien qui venait de percer son secret. « Julien, » commença Étienne d'une voix qu'il voulait calme, mais qui trahissait sa nervosité, « tu as trop bu. Ce que tu dis est absurde. »« Vraiment ?» répliqua Julien avec un sourire narquois. « Alors pourquoi avez-vous tous les deux l'air aussi coupables? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce fameux pari dont tu parlais l'autre soir. » Il se tourna vers Marguerite, la dévisageant avec un mélange de stupéfaction et d'amusement malsain. « Je dois admettre que la transformation est impressionnante. De la serpillière aux paillettes. Quel parcours !» La cruauté de ces mots frappa Marguerite comme une gifle. Mais au lieu de la briser, cette attaque réveilla en elle une colère froide, une dignité que des années de service n'avaient pas réussi à éteindre. « Monsieur Mercier, » dit-elle, d'une voix posée qui surprit les deux hommes, « votre perspicacité vous honore. En effet, je suis bien Marguerite Dubois, employée de maison chez les Beaumont depuis 20 ans. » Elle fit un pas vers lui, le dominant par sa présence malgré leur différence de taille. « Mais je suis aussi la femme qui a conçu et cousu cette robe que tant de vos amis ont admirée ce soir. Je suis la personne à qui M. Delacroix vient de proposer une collaboration professionnelle. Je suis l'invité qui a conversé avec des ministres, des artistes et des entrepreneurs
sans qu'aucun d'eux ne soupçonne une seconde mes origines modestes. Julien recula légèrement, décontenancé par cette assurance inattendue. Alors, poursuivit Marguerite, que comptez-vous faire de cette information? Courir révéler à tout le monde que la femme qu'ils ont trouvée, fascinante toute la soirée, n'est qu'une femme de ménage. Pensez-vous que cela me ridiculisera moi, ou révélera plutôt la superficialité de votre monde? Étienne observait cette confrontation avec stupéfaction. Jamais il n'aurait imaginé Marguerite capable d'une telle force, d'une telle éloquence. Elle qui s'était toujours effacée, qui avait accepté l'invisibilité sociale comme une fatalité, se tenait maintenant devant lui, majestueuse et inébranlable. Julien, lui, semblait avoir perdu de sa superbe. Il passa une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Bien sûr que si, » l'interrompit Marguerite. « C'est exactement ce que vous vouliez dire. Vous pensiez me remettre à ma place, n'est-ce? Pas me rappeler que quels que soient mes efforts, mes talents ou mes réussites, je resterai toujours à vos yeux la femme de ménage. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec une douceur presque compatissante. « C'est triste en réalité, triste de ne pouvoir voir les gens qu'à travers le prisme de leur fonction sociale. Vous passez à côté de tant de richesses humaines, monsieur Mercier. » Un silence s'installa, lourd de tension et de non-dits. Julien semblait à court de mots, déstabilisé par cette femme qu'il avait cru pouvoir humilier si facilement. Étienne s'avança finalement, posant une main légère sur l'épaule de Marguerite dans un geste de soutien qui la surprit. « Julien, je crois que tu nous dois des excuses. » Julien eut un rire nerveux. « Des excuses? Pour avoir découvert votre petit stratagème? C'est plutôt vous qui devriez vous expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » répondit fermement Étienne. « J'ai invité Marguerite à ce gala parce qu'elle le méritait, parce que son talent est réel et qu'il mérite d'être reconnu. Le pari n'était qu'un prétexte, une excuse pour briser les barrières que des gens comme toi s'acharnent à maintenir. » Cette déclaration surprit Marguerite autant que Julien. Était-ce vraiment ce qu'Étienne avait eu en tête? Ou était-ce une justification a posteriori, née de la culpabilité et de l'admiration qu'il ressentait maintenant pour elle? Julien les observa tour à tour, puis un sourire entendu se dessina sur ses lèvres. « Je vois. Notre cher Étienne, Beaumont, héritier de l'une des plus grandes maisons de couture de Paris, serait-il tombé sous le charme de sa femme de ménage? Comme c'est romanesque. » Étienne serra les poings, luttant visiblement pour garder son calme. « Ta vulgarité n'a d'égal que ton ignorance, Julien. Maintenant, si tu veux bien nous excuser, j'ai des invités à retrouver. » Il se tourna vers Marguerite, lui offrant son bras. « Mademoiselle Dubois, me feriez-vous l'honneur de m'accompagner ?» Après une brève hésitation, Marguerite accepta son bras, et ils s'éloignèrent ensemble, laissant Julien seul avec sa confusion et sa coupe de champagne à moitié vide. Alors qu'ils traversèrent le jardin pour rejoindre la réception, Marguerite sentit qu'un changement subtil s'était opéré entre eux. Étienne ne la regardait plus comme un employeur regarde son employé, ni même comme un homme regarde une femme qu'il admire de loin. Il y avait dans ses yeux une reconnaissance nouvelle, un respect qui allait au-delà des conventions sociales. « Je suis désolé pour tout cela », murmura-t-il alors qu'ils approchèrent de la terrasse illuminée où les invités continuaient de festoyer, ignorant le drame qui venait de se jouer. « Julien a toujours été difficile. »« Ce n'est pas votre faute, » répondit Marguerite, « et d'une certaine façon, je lui suis presque reconnaissante. » Étienne la regarda, surpris. « Reconnaissante? » ?»« Oui, cette confrontation m'a permis de dire tout haut ce que je pensais tout bas depuis des années, de me tenir debout, de revendiquer ma dignité sans faux semblant. » Elle esquissa un sourire. C'est libérateur. Ils s'arrêtèrent à l'écart des invités, prolongeant ce moment d'intimité avant de replonger dans le tumulte de la fête. « Que comptez-vous faire maintenant ?» demanda Étienne. « Pour la proposition de Philippe, je veux dire. » Marguerite soupira. « Je ne sais pas. D'un côté, c'est une opportunité inespérée. De l'autre, comment puis-je l'accepter alors que toute ma présence ici repose sur un mensonge ?» Étienne réfléchit un instant. « Ce n'est pas un mensonge, Marguerite. Vous êtes réellement cette créatrice talentueuse que Philippe a remarqué. Le fait que vous soyez aussi femme de ménage ne change rien à votre talent, à votre vision, à ce que vous pouvez apporter au monde de la mode. » Ces mots touchèrent Marguerite
plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pendant si longtemps, elle s'était définie par sa fonction, acceptant l'invisibilité sociale comme le prix à payer pour sa survie économique. L'idée qu'elle puisse être plus, qu'elle mérite d'être plus, était à la fois exaltante et terrifiante. « Et si nous entrions ?» proposa doucement Étienne. « La soirée n'est pas terminée, et vous avez encore de nombreuses personnes à impressionner. » Marguerite acquiesça, retrouvant son port de tête altier et son sourire assuré. Ensemble, ils rejoignirent la réception, où l'atmosphère était maintenant plus détendue, plus festive. L'alcool avait coulé à flot, les conversations, théâtre plus animées, et personne ne sembla remarquer leur absence prolongée. À leur grande surprise, Julien ne fit aucune allusion à sa découverte lorsqu'ils le croisèrent à nouveau. Il se contenta de les saluer d'un hochement de tête avant de s'éloigner visiblement mal à l'aise. Peut-être les paroles de Marguerite l'avaient-elles touché plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. La soirée se poursuivit sans autre incident. Marguerite continua de naviguer avec aisance parmi les invités, discutant de mode, d'art, de littérature. Elle réalisa que ces années passées dans l'ombre lui avaient permis d'observer et d'absorber bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle connaissait les codes, les références, les subtilités de ce monde auquel elle n'avait jamais vraiment appartenu, mais qu'elle avait longuement étudié de l'extérieur. Vers minuit, alors que la fête battait encore son plein, Étienne vint la trouver. « Pourriez-vous me suivre un instant? J'aimerais vous montrer quelque chose. » Intriguée, Marguerite le suivit à travers les couloirs familiers de la maison Beaumont jusqu'à un ascenseur qu'elle n'avait jamais emprunté. Ils montèrent au dernier étage, où Étienne la conduisit dans une vaste pièce qu'elle reconnut immédiatement comme son atelier personnel de création. Des croquis étaient épinglés au mur. Des mannequins de couture portèrent des ébauches de vêtements, et une grande table à dessin occupait le centre de la pièce, couverte d'esquisses et d'échantillons de tissus. « Voici mon refuge », expliqua Étienne en allumant quelques lampes, qui baignèrent la pièce d'une douce lumière tamisée. « L'endroit où j'essaie de donner vie à mes idées, loin des contraintes commerciales et des attentes de la maison Beaumont. » Marguerite observa les croquis avec un œil professionnel. Ils révélaient un talent certain, une sensibilité esthétique qui allait bien au-delà des créations habituellement associées à la marque Beaumont, connue pour son élégance classique mais parfois conventionnelle. « C'est très différent de ce que propose votre maison, » remarqua-t-elle, « plus audacieux, plus personnel. » Étienne acquiesça satisfait qu'elle ait perçu cette différence. La maison Beaumont a une identité forte, une histoire riche, mais parfois je me sens étouffé par cet héritage. J'aimerais pouvoir explorer d'autres directions, prendre plus de risques. Il se dirigea vers un coffre-fort dissimulé derrière un tableau et l'ouvrit. « C'est pour cela que je voulais vous parler en privé. » Marguerite le regarda avec curiosité, tandis qu'il sortait du coffre une enveloppe qu'il lui tendit. « Qu'est-ce ?»« Que c'est » demanda-t-elle. « Les 100 000 € du pari, » répondit simplement Étienne. « Vous les avez amplement mérités. » Marguerite fixa l'enveloppe sans la prendre. Cet argent, qui aurait pu changer sa vie quelques heures plus tôt, lui semblait maintenant presque insultant, comme si on pouvait mettre un prix sur la dignité, sur la reconnaissance de son talent. « Je ne peux pas accepter, » dit-elle finalement. Étienne fronça les sourcils. « Pourquoi ? Cet argent est à vous, Marguerite. Vous avez relevé le défi, vous avez gagné. »« Ce n'était pas un jeu pour moi, » répliqua-t-elle avec fermeté. « Je n'ai pas fait tout cela pour l'argent, mais pour prouver quelque chose à vos amis, à vous, et surtout à moi-même. » Elle s'approcha de la table à dessin, observant les esquisses d'Étienne plus attentivement. « Ces dessins sont bons, vous savez. Ils ont une âme, une vision, mais ils manquent parfois de perspective. »« De perspective ?» répéta Étienne, intrigué. « Oui, vous créez pour un monde que vous connaissez, pour des femmes qui évoluent dans votre sphère sociale. Mais la mode devrait être plus que cela. Elle devrait être un pont entre les mondes, une célébration de toutes les beautés, de toutes les histoires. » Étienne la regardait, captivé par sa passion soudaine. « Et que proposeriez-vous » Marguerite, prit une profonde inspiration, osant formuler une idée qui germait en elle depuis le début de la soirée. « Au lieu de me donner cet argent, investissez-le dans quelque chose de plus significatif. Créons ensemble un programme de bourse pour de jeunes créateurs, issus de milieux modestes, des talents bruts qui n'ont jamais eu l'opportunité que vous m'avez offerte ce soir. » Les yeux d'Étienne s'illuminèrent à cette proposition. Une
Fondation. Exactement. Un incubateur de talents qui permettrait à de jeunes créateurs de développer leur vision, d'apprendre le métier, de se faire connaître. Marguerite sentait l'excitation monter en elle à mesure qu'elle développait son idée. Imaginez le potentiel créatif que nous pourrions libérer en donnant leur chance à des personnes qui, comme moi, ont du talent, mais pas les moyens ou les connexions pour percer dans ce milieu si fermé. Étienne l'observait avec une admiration grandissante. Cette femme qu'il avait côtoyée pendant des années, sans vraiment la voir, se révélait être non seulement une créatrice douée, mais aussi une visionnaire avec un véritable projet de société. C'est une idée brillante, admit-il. Mais pourquoi nous? Pourquoi voudriez-vous m'associer à ce projet après la façon dont je vous ai traité? Marguerite réfléchit un instant avant de répondre. Parce que vous avez quelque chose que je n'ai pas, des connexions, une légitimité dans ce monde. Et j'ai quelque chose que vous cherchez, une perspective différente, un regard neuf sur la mode et ses possibilités. Elle s'approcha de lui, plus confiante que jamais. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose de vraiment significatif, pas seulement des vêtements, mais un mouvement, une nouvelle façon d'envisager la création. Étienne la regarda longuement, comme s'il la voyait pour la première fois. Dans ses yeux brillait une émotion nouvelle, un mélange de respect, d'admiration et peut-être de quelque chose de plus profond qu'il n'était pas encore prêt à nommer. « D'accord, dit-il finalement. Faisons-le, créons cette fondation. » Marguerite sourit, un sourire radieux qui illumina son visage d'une beauté que les cosmétiques et les bijoux n'auraient jamais pu lui conférer, la beauté de quelqu'un qui voit enfin ses rêves prendre forme. « À une condition, » ajouta Étienne. « Vous devez accepter la proposition de Philippe Delacroix. Votre talent mérite d'être reconnu, Marguerite. Ce n'est pas négociable. » Elle hésita, encore incertaine quant à la façon dont elle pourrait concilier ces deux vies, celle de la femme de ménage et celle de la créatrice. « Je ne pourrai plus travailler pour vous, dit-elle finalement. Pas si je veux être prise au sérieux dans ce milieu. » Étienne acquiesça, comprenant les implications de ce changement. « Je sais, et je l'accepte, même si vous allez nous manquer terriblement à Madame Rousseau et à moi. » Un silence confortable s'installa entre eux, chargé de possibilités nouvelles et d'un avenir qui s'ouvrait soudain devant eux, lumineux et prometteur. « Il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer, » dit Étienne en se dirigeant vers une armoire au fond de la pièce. Il en sortit un vêtement soigneusement emballé dans du papier de soie. Avec des gestes précautionneux, il le déplia révélant une magnifique veste de tailleur d'un rouge profond, ornée de broderies délicates qui formaient des motifs évoquant des constellations. « C'est la pièce maîtresse de ma nouvelle collection, » expliqua-t-il, « celle que je présenterai au gala de ce soir. Mais quelque chose n'allait pas et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. » Marguerite s'approcha, examinant la veste avec son œil expert. « La broderie est superbe, mais elle est trop de contenu. Elle devrait s'étendre davantage comme si les étoiles débordèrent du cadre. » Étienne la regarda avec stupéfaction. « C'est exactement ça. C'est ce qui me tracassait sans que je puisse. »« À le formuler. » Il lui tendit soudain la veste. « Pourriez-vous qu'on la porter, juste pour que je voie l'effet ?» Surprise par cette demande, Marguerite accepta néanmoins. Elle enfila délicatement la veste par-dessus sa robe, et l'effet fut immédiatement saisissant. Le rouge profond du tailleur contrastait magnifiquement avec le bleu nuit de sa robe, créant une harmonie inattendue mais parfaite. « C'est exactement comme je l'imaginais, » murmura Étienne, visiblement ému. « Vous êtes la muse. » « Que j'ai toujours cherché, Marguerite. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, touchèrent Marguerite au plus profond d'elle-même. Pendant un instant, le temps sembla suspendu dans cette pièce baignée de lumière douce, où deux créateurs se reconnaissaient enfin l'un l'autre, au-delà des barrières sociales et des conventions. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée qui avait changé le cours de leur vie. Le printemps parisien s'épanouissait, apportant avec lui une douceur nouvelle et la promesse de commencement. Les marronniers en fleurs bordant les avenues diffusaient leurs parfums délicats, et la lumière dorée du soleil couchant baignait les façades haussmanniennes d'une lueur presque irréelle. Assise à la terrasse d'un café dans le quartier du Marais, Marguerite contemplait la rue animée devant elle. À ses côtés, son carnet de croquis était ouvert, révélant les esquisses de sa prochaine collection.
sa première véritable collection en tant que créatrice reconnue. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon d'activités et de changements. Comme promis, elle avait accepté la proposition de Philippe Delacroix, et leur collaboration s'était avérée fructueuse au-delà de toutes ses espérances. Sa capsule de 10 pièces avait été saluée par la critique comme une bouffée d'air frais dans le paysage parfois convenu de la mode parisienne, selon les mots de Vogue France. Parallèlement, Étienne et elle avaient travaillé d'arrache-pied pour concrétiser leur projet de fondation. La Fondation Beaumont-du-Bois pour les arts de la mode avait officiellement vu le jour 3 mois plus tôt, avec pour mission de découvrir et soutenir des talents issus de milieux modestes. Déjà, 5 jeunes créateurs prometteurs bénéficiaient de bourses et d'un accompagnement personnalisé. Marguerite avait quitté son poste de femme de ménage chez les Beaumont dès le lendemain du gala. Cette décision, bien que nécessaire, avait été empreinte d'une certaine mélancolie. Pendant 20 ans, cette maison avait été son univers, et malgré la nature parfois ingrate de son travail, elle y avait trouvé une forme de stabilité, de familiarité rassurante. Madame Rousseau l'avait serrée dans ses bras ce jour-là, un geste rare de la part de la gouvernante d'ordinaire si réservée. « Je l'ai toujours su », lui avait-elle murmuré à l'oreille. « J'ai toujours su que tu étais destiné à bien plus grand. » Avec l'argent de sa collaboration avec Delacroix et l'avance sur ses futures créations, Marguerite avait pu louer un petit atelier dans le Marais, non loin de son appartement. Un espace lumineux et inspirant où elle pouvait enfin donner libre cours à sa créativité trop longtemps contenue. Le tintement d'une clochette la tira de ses réflexions. Elle leva les yeux pour voir Étienne s'approcher de sa table, portant ce sourire légèrement timide qui était devenu sa signature lorsqu'il se retrouvait en dehors du cadre professionnel. « Désolé pour le retard », s'excusa-t-il en s'asseyant face à elle. La réunion avec les investisseurs s'est éternisée. « Comment ça s'est passé ?» demanda Marguerite, refermant son carnet de croquis. Étienne commanda un café au serveur avant de répondre. « Mieux que prévu. Ils sont emballés par l'idée d'étendre la fondation à l'international. Nous pourrions ouvrir une antenne à New York dès l'année prochaine. » Marguerite sourit, touchée par l'enthousiasme sincère d'Étienne pour ce projet qui leur tenait tant à cœur. Ces derniers mois, elle avait découvert une facette de lui qu'elle n'aurait jamais soupçonnée durant ses années de service, celle d'un homme passionné, visionnaire et profondément engagé pour des causes qui dépassaient les simples intérêts commerciaux de sa maison. « Et de ton côté ?» s'enquit-il en désignant le carnet. « Ta collection avance ?»« J'ai finalisé les 10 modèles principaux, » répondit-elle, avec une fierté qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. « Je commence les toiles la semaine prochaine. »« J'ai hâte de... voir ça, » dit sincèrement Étienne. « Ton travail avec Delacroix était brillant, mais je sais que ta propre collection sera encore plus personnelle, plus toi. » Il y avait dans sa voix une admiration qui réchauffait toujours le cœur de Marguerite. Leur relation avait évolué d'une façon qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Du rapport employeur-employé, ils étaient passés à une collaboration professionnelle, puis à une amitié profonde teintée d'une attraction mutuelle qu'ils n'avaient pas encore pleinement explorée. Étienne prit une gorgée de son café, puis demanda sur un ton qu'il voulait détacher « As-tu réfléchi à ma proposition pour la présentation de ta collection ?» Marguerite hocha la tête. L'idée d'Étienne était audacieuse, présenter sa première collection indépendante lors de la Fashion Week de Paris dans le cadre prestigieux de la Maison Beaumont. Une telle visibilité pour une créatrice débutante était inespérée, presque miraculeuse. « C'est une opportunité incroyable, » admit-elle, « mais j'hésite encore. »« Pourquoi ?» s'étonna Étienne. « Ta place est sur ces podiums, Marguerite. Ton talent mérite cette reconnaissance. » Elle soupira, cherchant à mettre des mots sur le malaise qui la tenaillait. « J'ai peur. J'ai peur qu'on ne voie cela que comme du favoritisme, que les gens pensent que je ne dois cette chance qu'à notre relation. » Le mot flotta entre eux, chargé de non-dits et de possibilités. « Notre relation professionnelle », précisa Étienne avec un petit sourire en coin qui démentait la neutralité de ses paroles. Marguerite ne put s'empêcher de sourire à son tour. Ce jeu subtil entre eux, cette tension délicieuse qui n'avait fait que croître au fil des mois, était devenue une constante de leurs interactions. « Tu sais très bien ce que je veux dire, » répondit-elle doucement. « Les rumeurs vont déjà bon train. Victor et Sophie ne manquent pas une occasion de sous-entendre que ma réussite est due à ton
Intérêt personnel pour moi. Étienne se rembrunit à l'évocation de ses anciens amis. Depuis le fameux gala, sa relation avec ce cercle privilégié s'était considérablement refroidie. Victor, en particulier, avait mal pris ce qu'il considérait comme une trahison de classe, selon ses propres termes. « Tu ne devrais pas te soucier de ce que pensent ces personnes », dit-il fermement. « Elles n'ont aucune idée de qui tu es vraiment, de ton parcours, de ton talent. »« Peut-être, » concéda Marguerite, « mais si je veux être respecté dans ce milieu, je dois prouver que je mérite ma place par mon travail, pas par mes relations. » Étienne la considéra un moment en silence, admirant sa détermination et son intégrité. C'étaient là précisément ces qualités qui l'avaient attiré vers elle, bien au-delà de sa beauté ou de son talent. « D'accord, » dit-il finalement. « Je comprends, et je respecte ta position. Mais laisse-moi te faire une autre proposition. » Marguerite l'observa avec curiosité. « La maison Beaumont possède un espace d'exposition dans le 8e arrondissement, » expliqua-t-il. « Il est habituellement réservé à nos archives et à des présentations privées. Je pourrais le mettre à ta disposition pour un événement indépendant, en parallèle de la Fashion Week officielle. Ce serait ton événement, Marguerite. Ton nom seul sur l'invitation, ta vision pure sans l'ombre de la maison Beaumont. » Cette idée résonnait parfaitement avec ce que Marguerite cherchait, une opportunité de se présenter au monde sous son propre nom, avec sa propre identité, tout en bénéficiant discrètement du soutien d'Étienne. « Cela me plairait beaucoup, » admit-elle avec un sourire reconnaissant. Étienne sourit à son tour, satisfait d'avoir trouvé une solution qui respectait son besoin d'indépendance. « Parfait, je m'occuperai des détails logistiques. » Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, et comme souvent ces derniers temps, une tension électrique sembla s'installer entre eux. Depuis 6 mois, ils dansaient prudemment autour de cette attraction mutuelle, sans jamais franchir la ligne invisible qui séparait leur collaboration professionnelle d'une relation plus intime. « Étienne » commença Marguerite, décidant soudain d'aborder le sujet qui flottait entre eux depuis si longtemps. « Nous devrions peut-être parler de... » Le tintement insistant d'un téléphone l'interrompit. Étienne grimaça en sortant son portable de sa poche. « Je suis désolé, je dois prendre cet appel. C'est l'attaché de presse pour la Fondation. » Il s'éloigna de quelques pas pour répondre, laissant Marguerite avec ses pensées inachevées et une pointe de frustration. Peut-être n'était-ce pas encore le moment. Peut-être devaient-ils d'abord solidifier leurs positions professionnelles respectives avant d'explorer ce qui se développait entre eux. Quand Étienne revint à table, son expression s'était assombrie. « Un problème ?» s'inquiéta Marguerite. « Julien Mercier » soupira-t-il en se rasseyant. « Il a accordé une interview à Fashion Daily où il évoque notre arrangement lors du gala. Il sous-entend que toute ta carrière est basée sur un pari et sur ma générosité. » Marguerite sentit son cœur se serrer. Elle avait redouté ce moment, celui où son passé de femme de ménage serait exposé publiquement, où sa légitimité dans le monde de la mode serait remise en question. « Que dit-il exactement » demanda-t-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder ferme. Étienne hésita, visiblement réticent à lui répéter des propos blessants. Il raconte une version déformée de cette soirée. Il prétend que c'était une sorte d'expérience sociale que j'aurais menée et que ton succès actuel n'est qu'une extension de ce projet caritatif. Le silence s'installa entre eux, lourd de toutes les implications de cette révélation. Marguerite sentit une vague de découragement l'envahir. Tout ce qu'elle avait construit ces derniers mois, sa réputation, sa crédibilité, risquait d'être balayé par ces insinuations malveillantes. « Je suis désolé », murmura Étienne, tendant la main pour prendre la sienne. « Tellement désolé. Tout est de ma faute. » Marguerite retira doucement sa main, non par colère, mais par besoin de clarté. « Non, ce n'est pas ta faute. Nous savions que cela risquait d'arriver un jour. La vérité sur mon passé ne pouvait pas rester cachée éternellement. »« Que veux-tu faire ?» demanda-t-il, prêt à suivre sa décision quelle qu'elle soit. Marguerite resta silencieuse un moment, réfléchissant intensément. Elle pouvait nier, minimiser, essayer de contrôler les dégâts, ou elle pouvait faire quelque chose de beaucoup plus audacieux. « Je vais l'assumer », déclara-t-elle finalement, une détermination nouvelle illuminant son regard. « Plus que ça, je vais en faire ma force. » Étienne la regardait, confus mais admiratif devant sa résilience. « Que veux-tu dire ?»« Ma collection, » expliqua-t-elle,
une excitation grandissante dans la voix. Je vais l'appeler rupture. Elle parlera de transformation, de barrières brisées, de l'invisibilité à la reconnaissance. Ses mains s'animaient tandis qu'elle développait son idée, redessinant mentalement certaines de ses créations à la lumière de cette nouvelle perspective. J'y intégrerai des éléments qui évoqueront mon parcours, des tissus utilitaires. Transformés en pièces de haute couture, des uniformes de service réinventés, des détails qui raconteront mon histoire sans honte ni fausse modestie. Étienne l'observait, émerveillé par cette capacité qu'elle avait de transformer une adversité en opportunité créative. « C'est brillant, Marguerite, vraiment brillant. » Et lors de la présentation, poursuivit-elle, emportée par son élan, je ferai une déclaration. Je raconterai mon histoire, toute mon histoire. Comment j'ai commencé comme femme de ménage, comment ce pari absurde a changé ma vie, et comment j'ai choisi d'en faire non pas une humiliation, mais un tremplin. Elle s'interrompit, soudain consciente de l'audace de son projet. « Qu'en penses-tu? Est-ce trop risqué ?»« C'est risqué, admit Étienne, mais c'est aussi puissant, authentique et profondément toi. Je pense que ça pourrait être extraordinaire. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Claire, qui devait les rejoindre pour discuter de son implication dans la fondation. En tant que coiffeuse talentueuse issue d'un milieu modeste, elle incarnait parfaitement le type de professionnel que la fondation cherchait à soutenir. « Désolée pour le retard », s'excusa-t-elle en s'asseyant. Puis, remarquant leurs expressions, intenses, « J'interromps quelque chose d'important ?»« Au contraire, » répondit Marguerite avec un sourire, « tu arrives juste à temps pour entendre comment nous allons transformer un problème en opportunité. » Les semaines qui suivirent furent parmi les plus intenses que Marguerite ait jamais vécues. Le jour, elle travaillait sans relâche sur sa collection Rupture, réinventant certaines pièces pour y incorporer sa nouvelle vision, plus personnelle et plus audacieuse. La nuit, elle rêvait de podiums, de flashs de photographes, et parfois, dans les moments de doute, de regards moqueurs et de chuchotements désapprobateurs. L'article de Julien avait effectivement fait des remous dans le petit monde de la mode parisienne. Comme prévu, certains influenceurs et journalistes s'étaient emparés de l'histoire, questionnant la légitimité de Marguerite et réduisant son parcours à une anecdote mondaine piquante. Mais contrairement à ce qu'elle avait craint, ces critiques n'avaient pas entamé sa détermination. Au contraire, elles l'avaient renforcée, lui donnant une énergie nouvelle pour prouver sa valeur par son travail et son talent. Étienne avait été d'un soutien indéfectible durant cette période tumultueuse. Sans jamais s'imposer ou prendre les décisions à sa place, il avait mis à sa disposition toutes les ressources dont elle avait besoin. Espace de travail, contacts, conseils techniques. Leur collaboration s'était approfondie, nourrie par un respect mutuel et une confiance grandissante. Leur relation personnelle, cependant, restait dans un entre-deux ambigu. Les moments d'intimité partagés, un dîner tard le soir dans son atelier, leurs mains se frôlant alors qu'ils examinaient un tissu, des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps, étaient toujours interrompus par une urgence professionnelle ou une réticence commune à franchir cette dernière frontière. Un soir, alors que Marguerite travaillait tard dans son atelier, peaufinant les derniers détails de sa collection dont la présentation était prévue dans une semaine, elle reçut la visite inattendue d'Étienne. « Je passais dans le quartier », expliqua-t-il, en déposant un sac contenant leur dîner préféré d'un restaurant vietnamien voisin. « Je me suis dit que tu n'avais probablement pas pris le temps de manger. » Marguerite sourit, touchée par cette attention. « Tu me connais trop bien. » Ils s'installèrent sur le petit canapé usé qui occupait un coin de l'atelier, partageant le repas dans une atmosphère de complicité confortable. Autour d'eux, les mannequins portaient les créations presque finalisées de la collection Rupture, des pièces audacieuses qui racontaient l'histoire de Marguerite à travers la mode. « Comment te sens-tu à l'approche du grand jour » demanda Étienne entre deux bouchées de Beaubin. Marguerite réfléchit un instant. Terrifiée, excitée, impatiente, tout à la fois. « C'est normal », la rassura-t-il. « Même après toutes ces années, je ressens toujours ce mélange d'émotions avant chaque présentation. » La différence, souligna Marguerite, c'est que tu as l'assurance d'un nom établi, d'une maison respectée. Moi, je me lance dans le vide sans filet. Étienne posa son bol et se tourna vers elle, sérieux soudain. « Tu te trompes, tu as un talent. Exceptionnel, une vision unique,
et une histoire puissante qui résonnera avec beaucoup de gens. C'est un filet bien plus solide que n'importe quel nom de famille ou héritage. Ces mots, prononcés avec une conviction sincère, touchèrent Marguerite profondément. Dans les yeux d'Étienne, elle ne voyait ni pitié ni condescendance. Seulement une admiration authentique et quelque chose de plus profond qu'aucun d'eux n'avait encore osé nommer. « Étienne », commença-t-elle doucement, décidant que le moment était enfin venu d'aborder ce qui flottait entre eux depuis des mois. « Nous devons parler de nous. » Il acquiesça, son regard ne quittant pas le sien. « Je sais. Cette situation, cette ambiguïté entre nous, elle ne peut pas durer indéfiniment, poursuivit-elle. Nous travaillons ensemble, nous créons ensemble, nous partageons tellement, et pourtant, nous évitons soigneusement de définir ce que nous sommes l'un pour l'autre. » Étienne prit sa main, un geste simple mais chargé d'émotion. « J'ai peur, » admit-il avec une vulnérabilité qui la surprit. « Peur de tout gâcher, peur que tu penses que mes sentiments sont liés à une forme de, je ne sais pas, de fascination. Ça malsaine, de complexe du sauveur, ou pire encore. » Marguerite serra sa main en retour. « Et moi j'ai peur qu'on ne voie dans notre relation qu'une continuation perverse de ce pari initial. Que les gens pensent que je t'utilise pour avancer dans ce milieu, ou que tu m'utilises comme un projet de rédemption sociale. » Le grand jour était enfin arrivé. Dans l'espace d'exposition du 8e arrondissement, l'effervescence régnait. Des techniciens s'affairaient au dernier réglage des lumières, des assistants disposaient soigneusement les programmes sur les chaises alignées le long du podium, et dans les coulisses, une armée de maquilleurs et coiffeurs préparait les mannequins qui allaient en présenter la première collection indépendante de Marguerite Dubois. Claire avait pris en charge la direction artistique des coiffures, créant pour chaque modèle une mise en scène capillaire qui évoquait la transition, la métamorphose, des structures rigides qui se défaisaient progressivement pour laisser place à une liberté fluide et assumée. Dans un coin isolé des coulisses, Marguerite contemplait l'ensemble de sa collection suspendue sur un portant. Chaque pièce racontait une partie de son histoire, depuis l'uniforme gris réinventé qui ouvrirait le défilé jusqu'à la robe spectaculaire qui le clôturerait, une création éthérée où la dentelle et la soie dansaient ensemble dans une explosion de libération créative. « Nerveuse ?» demanda une voix familière derrière elle. Marguerite se retourna pour voir Madame Rousseau, élégamment vêtue d'un tailleur sobre, ses cheveux gris coiffés en un chignon impeccable. « Terriblement », admit Marguerite avec un sourire tremblant. « Mais c'est une bonne nervosité, je crois. » La gouvernante s'approcha et prit ses mains dans les siennes, un geste maternel qui émut profondément Marguerite. « Je suis si fière de toi, » dit simplement Madame Rousseau. « Quand tu es arrivée chez les Beaumont il y a 20 ans, j'ai vu cette étincelle en toi. Je savais qu'elle finirait par embraser le monde. » Les yeux de Marguerite s'embuèrent. « Sans vous, je n'aurais jamais eu le courage de saisir cette chance. Vous avez cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même. »« Non, » corrigea doucement la gouvernante. « J'ai simplement reconnu ce qui était déjà là. Le talent, la détermination, la dignité. Tout cela a toujours été en toi, Marguerite. Le monde va enfin le voir aujourd'hui. » Elles furent interrompues par l'arrivée de Philippe Delacroix, venu souhaiter bonne chance à sa protégée. À 60 ans, l'homme d'affaires avait pris Marguerite sous son aile, impressionné par son talent brut et son parcours atypique. « Tout est prêt ?» demanda-t-il, jetant un œil expert aux créations suspendues. « Presque », répondit Marguerite. « Les dernières retouches sont en cours. » Philippe hocha la tête, satisfait. « La salle est pleine, tu sais. Tous les grands noms sont là. Éditeurs, acheteurs, influenceurs. Ton histoire a suscité une curiosité immense. » Cette information, loin de la rassurer, intensifia l'anxiété de Marguerite. Ce n'était plus seulement sa carrière qui se jouait aujourd'hui, mais aussi la légitimité de son parcours, la validation de ses choix, la réponse définitive à ceux qui, comme Julien, avaient tenté de réduire son succès à une anecdote mondaine. « Et s'il ne voit que l'ancienne femme de ménage ?» murmura-t-elle, exprimant enfin sa peur la plus profonde. « Si mes créations sont éclipsées par mon histoire, alors ils sont aveugles, » répondit fermement Philippe. « Mais je te connais assez maintenant pour savoir que tes créations sont suffisamment puissantes pour parler d'elles-mêmes. Ton histoire est un bonus, Marguerite, pas une béquille. » Sur ces mots encourageants,
il la laissa pour rejoindre sa place au premier rang. Madame Rousseau serra une dernière fois les mains de Marguerite avant de suivre Philippe, la laissant seule avec ses pensées et ses derniers préparatifs. Marguerite consulta sa montre. Un cadeau d'Étienne pour marquer les 6 mois de leur collaboration. Plus que 20 minutes avant le début du défilé, et il n'était toujours pas là. Ils s'étaient quittés la veille sur une note d'incertitude, leur conversation sur l'avenir de leurs relations personnelles ayant été interrompue par un appel urgent concernant la fondation. Depuis, un silence inhabituel s'était installé entre eux. Pas de message, pas d'appel. Marguerite se demandait si elle avait franchi une limite en abordant le sujet de leurs sentiments à un moment aussi crucial. Peut-être aurait-elle dû attendre que cette présentation soit passée, que sa position dans le monde de la mode soit plus solidement établie. Un assistant vint l'informer que les invités étaient tous installés et que le défilé pouvait commencer dans 10 minutes. Marguerite acquiesça, tentant de refouler la déception qui l'envahissait à l'idée qu'Étienne puisse manquer ce moment déterminant de sa carrière. Elle se dirigea vers l'entrée des coulisses pour jeter un œil à la salle. L'espace avait été transformé selon ses instructions précises, minimaliste mais chaleureux, avec des touches de bleu nuit et d'argent rappelant sa fameuse robe du gala. Les chaises étaient disposées en cercle concentrique autour d'un podium circulaire. Une rupture avec le traditionnel défilé linéaire, symbolisant l'idée que tous les points de vue sont valables, que la beauté peut être appréciée sous différents angles. La salle était effectivement comble. Au premier rang, elle reconnut les visages de critiques influents, d'acheteurs de grands magasins, de célébrités connues pour leur style avant-gardiste. Son cœur fit un bond lorsqu'elle aperçut Victor et Sophie, assis côte à côte avec des expressions indéchiffrables. Leur présence était inattendue, une provocation ou une tentative de réconciliation, impossible à dire. Mais la place à côté de Madame Rousseau, celle réservée à Étienne, demeurait désespérément vide. 5 minutes, annonça le régisseur, la ramenant brutalement à la réalité. Marguerite prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait plus se permettre de s'inquiéter pour Étienne maintenant. Ce moment lui appartenait, à elle et à elle seule. Elle devait se concentrer sur ce qu'elle s'apprêtait à présenter au monde, non pas seulement une collection de vêtements, mais une déclaration d'indépendance, un manifeste artistique né de son parcours singulier. Elle retourna auprès des mannequins pour les dernières instructions, veillant à ce que chacun comprenne l'esprit de la pièce qu'il allait porter, l'émotion qu'elle souhaitait transmettre. Ces jeunes hommes et femmes, choisis pour leur diversité et leur personnalité plutôt que pour leur conformité aux standards habituels, l'écoutaient avec attention et respect. « Rappelez-vous, leur dit-elle, ces vêtements racontent une histoire, celle d'une métamorphose, d'une libération. Portez-les avec fierté, comme des symboles de transformation. » Soudain, une agitation se fit sentir à l'entrée des coulisses. Marguerite se retourna pour voir Étienne se frayer un chemin parmi les assistants, légèrement essoufflé et tenant un petit paquet dans sa main. « Désolé pour le retard », s'excusa-t-il en la rejoignant. « Un problème de dernière minute avec les invitations pour certains journalistes internationaux. » Le soulagement qui envahit Marguerite à sa vue était presque embarrassant dans son intensité. « Tu es là. C'est l'essentiel. » Étienne lui sourit, ce sourire particulier qu'il ne réservait qu'à elle. « Je n'aurais manqué ce moment pour rien au monde. » Il lui tendit le petit paquet. « J'ai quelque chose pour toi. Un porte-bonheur. » Intriguée, Marguerite défit le papier de soie pour découvrir une broche délicate en forme d'étoile, sertie de minuscules diamants qui captèrent la lumière. « Elle appartenait à ma grand-mère, » expliqua Étienne. « C'est elle qui m'a donné le goût de la création, qui m'a appris que la vraie élégance vient de l'âme, pas du nom ou de la fortune. » Marguerite caressa doucement le bijou, émue par ce geste symbolique. « Elle est magnifique. Comme toi, » murmura Étienne. Puis, prenant ses mains dans les siennes, Marguerite, à propos de notre conversation d'hier, « 1 minute avant le début, » annonça le régisseur, interrompant ce moment d'intimité. Étienne serra brièvement ses mains. « Nous en reparlerons. Après. Pour l'instant, c'est ton moment. Brille, comme je sais que tu peux le faire. » Sur ces mots, il l'embrassa légèrement sur la joue avant de se diriger vers la salle pour prendre sa place. Marguerite épingla la broche étoilée sur le revers de sa veste.
Une création personnelle inspirée des uniformes traditionnels, mais réinventée dans une coupe audacieuse et des matières nobles. Ce petit symbole stellaire complétait parfaitement sa tenue, comme si Étienne avait intuitivement compris ce qui manquait. « C'est à nous », annonça le régisseur. Les lumières de la salle s'éteignirent progressivement, plongeant l'espace dans une obscurité veloutée. Une musique douce s'éleva, une composition originale qui débutait par des notes structurées, presque mécaniques, évoluant graduellement vers une mélodie plus fluide et libératrice. Marguerite prit place au bout du podium, dans l'ombre, prête à faire sa déclaration d'ouverture. Un projecteur l'illumina soudain, révélant sa silhouette élancée à l'assemblée silencieuse. « Bonjour à tous », commença-t-elle d'une voix claire qui ne trahissait pas son émotion. « Je m'appelle Marguerite Dubois. Jusqu'à il y a 6 mois, j'étais femme de ménage dans une grande maison parisienne. » Un murmure parcourut l'assistance. Certains étaient déjà au courant grâce à l'article de Julien, mais l'entendre de sa bouche, affirmé avec cette dignité tranquille, donnait à cette révélation une dimension nouvelle. « Pendant 20 ans, j'ai nettoyé les sols, fait les lits et dépoussiéré les meubles de ceux qui ne me voyaient pas, » poursuivit-elle. « Pendant 20 ans, j'ai observé en silence le monde, de la mode depuis ses coulisses, absorbant ses codes, ses beautés et ses contradictions. » Elle marqua une pause, balayant la salle du regard, notant les expressions fascinées sur les visages des invités. Puis un jour, grâce à un pari absurde dont j'étais l'objet, on m'a donné l'opportunité de franchir la frontière invisible qui sépare ceux qui servent de ceux qui sont servis. Ce soir-là, j'ai porté une robe que j'avais créée de mes mains, et pour la première fois de ma vie, on m'a vu, vraiment vu. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Étienne, assis au premier rang. Il la regardait avec une fierté non dissimulée, l'encourageant silencieusement à poursuivre. La collection que je vous présente aujourd'hui s'appelle « Rupture ». Elle raconte mon histoire, mais aussi celle de tous ceux qui ont dû briser des barrières pour faire entendre leur voix. Chaque pièce représente une étape de ce voyage, de l'invisibilité à la reconnaissance, de la contrainte à la liberté, de l'ombre à la lumière. Elle conclut avec une simplicité désarmante. Je vous invite à voir au-delà des vêtements, au-delà des apparences, car la vraie mode, selon moi, n'est pas une question de statut ou de tendance, c'est une expression de l'âme, une célébration, de notre humanité commune. Sur ces mots, elle se retira dans l'ombre tandis que la musique s'intensifiait, signalant le début du défilé proprement dit. Le premier mannequin s'avança sur le podium, vêtu d'une réinterprétation audacieuse de l'uniforme gris des femmes de ménage. La coupe stricte s'ouvrait par endroits, révélant des éclats de couleurs et de lumière, comme une personnalité trop longtemps contenue qui commence à s'affirmer. L'un après l'autre, les modèles défilèrent, chacun incarnant une étape du parcours de Marguerite. Les tissus évoluaient, les silhouettes se libéraient, les couleurs s'intensifiaient. Des détails subtils rappelèrent l'univers domestique, boutons en forme d'ustensiles de cuisine, réinventés en bijoux précieux, motifs inspirés de carrelage transformés en broderies somptueuses, textures évoquant le quotidien transcendé, en éléments de haute couture. Depuis les coulisses, Marguerite observait les réactions du public. Les expressions étaient variées, de la surprise à l'émerveillement, du scepticisme à l'émotion non dissimulée. Elle remarqua Victor qui se penchait pour murmurer quelque chose à l'oreille de Sophie, dont le visage trahissait une admiration réticente. Au premier rang, Philippe Delacroix prenait des notes avec enthousiasme, tandis que Madame Rousseau ne cachait pas son émotion, essuyant discrètement une larme au passage d'une robe particulièrement émouvante, celle inspirée de la tenue que Marguerite portait le jour de son embauche chez les Beaumont. Étienne, lui, absorbait chaque création avec une intensité presque palpable, comme s'il découvrait une nouvelle facette de Marguerite à travers chaque pièce présentée. Son regard alternait entre les vêtements et les coulisses où il savait qu'elle se tenait, établissant une connexion invisible mais puissante. Lorsque vint le moment du final, la dernière mannequin apparut, portant la pièce maîtresse de la collection. Une robe spectaculaire d'un bleu profond semée de points lumineux comme une constellation, évoquant irrésistiblement la fameuse robe du gala, tout en la transcendant. La silhouette était à la fois structurée et fluide, imposante et délicate, un parfait équilibre entre force et vulnérabilité. La musique atteignit son apogée, tandis que tous les mannequins réapparaissaient pour un dernier passage collectif, formant une procession harmonieuse qui illustrait l'évolution complète de Rupture,
de la contrainte à la liberté, de l'uniformité à l'individualité célébrée. Puis vint le moment que Marguerite redoutait et attendait tout à la fois. La tradition voulait que le Créateur apparaisse à la fin du défilé pour saluer le public et recevoir sa sentence, applaudissements polis ou ovations enthousiastes. Elle s'avança sur le podium, le cœur battant. Le temps sembla se suspendre alors qu'elle regardait cette assemblée de juges, ces arbitres du goût et de la mode qui allaient décider en quelques secondes de la validité de son travail, de la légitimité de sa place dans leur monde. Un silence, un battement de cœur, puis soudain, un tonnerre d'applaudissements. Spontané, sincère, chaleureux. Madame Rousseau fut la première debout, suivie immédiatement par Étienne, puis Philippe, puis toute la salle dans un mouvement unanime, une standing ovation. Pour elle, Marguerite Dubois, l'ancienne femme de ménage devenue créatrice de mode. L'émotion la submergea si intense qu'elle dut lutter pour ne pas laisser les larmes couler. Ce n'était pas seulement la reconnaissance de son talent qui la touchait ainsi, mais la validation de son parcours, l'acceptation de sa légitimité à se tenir là, parmi eux, différente mais égale. Ses yeux cherchèrent instinctivement ceux d'Étienne. Il applaudissait avec une fierté non dissimulée.